Bien, pardon pour ce petit retard, c'est la technique qui me fait des soucis. Alors, bienvenue à vous dans ce troisième cours d'introduction à la philosophie du langage. Donc, je vous fais un bref rappel de ce qu'on a vu la dernière fois, pas trop long, et vous n'hésitez surtout pas à me poser des questions si vous en avez ou si certaines se sont présentées à vous quand vous avez repris vos notes. Donc, vous vous souvenez qu'on a vu la première partie, ce cours est divisé en trois grandes parties. Syntaxe, sémantique, pragmatique. On a vu la syntaxe, j'en reparle plus. On est passé dans la partie sémantique du cours. La sémantique, c'est la partie de la philosophie du langage et de l'étude du langage, plus précisément, où on s'intéresse à la relation du langage avec le monde. D'accord ? On va étudier des relations du type la référence, comment les noms se rapportent aux choses, mais on a commencé par une relation peut-être encore plus fondamentale et qui est très importante en philosophie et plus largement, qui est d'essayer de comprendre ce que c'est que la vérité. Quand on parle de vérité, typiquement, on est dans la sémantique. Alors, on a vu qu'il y avait différentes questions qui se posaient au sujet de la vérité. Une des grandes questions qui nous a intéressés la dernière fois, c'est de savoir quels sont ce qu'on appelle les porteurs de vérité, quels sont les genres de choses qui sont vraies ou fausses. On a vu qu'il y avait plusieurs propositions, plusieurs hypothèses. Certains disent que ce sont les phrases qui sont vraies ou fausses, d'autres que ce sont les types de phrases, d'autres que ce sont les propositions, d'autres que ce sont des états mentaux comme les croyances, les jugements. Et puis on a vu des avantages et des inconvénients de chacune de ces hypothèses. L'hypothèse qu'on retient le plus généralement en philosophie, même si elle n'est pas sans problème, c'est l'idée qu'à l'arrivée, ce qui est fondamentalement vrai ou faux, ce sont les propositions. Et vous vous souvenez qu'une proposition, c'est la signification commune à différentes phrases, la même phrase que vous prononcez dans différentes langues ou des phrases qui sont synonymes, d'accord ? C'est ce qui nous permet de comprendre que différentes phrases aient la même signification. La signification de ces différentes phrases, c'est la proposition. Les propositions en tant que telles, vu qu'elles transcendent les langues, typiquement, c'est ça qui nous permet de traduire une phrase dans une autre, d'accord ? Qu'est-ce que j'ai comme phrase ? Gilles mange, Gilles isst. On a deux phrases, une phrase en français, une phrase en allemand. Elles ont la même signification. Cette signification, c'est la proposition commune aux deux phrases. Okay ? Si c'est vrai que Gilles mange, cette phrase, si c'est le cas que Gilles mange, cette phrase, elle est vraie. On regarde si Gilles mange. Non, il ne mange pas pour l'instant, donc la phrase, elle est fausse. Okay ? Ça marche comme ça. Et vous voyez que ce qui est porteur de vérité dans ce cas-là, c'est vraiment la proposition plutôt que les différentes phrases dans différentes langues. D'accord ? Donc ça, je pense que vous avez maintenant attrapé cette idée de proposition, mais vous voyez, en même temps qu'on voit ses avantages, on voit son inconvénient, à savoir que si vous essayez de formuler une proposition, vous devez forcément utiliser une langue, et ce que vous formulez à ce moment-là, c'est la phrase qui exprime la proposition. Mais la proposition elle-même, qui correspond à Gilles mange, Gilles isst, elle n'est ni en français, ni en allemand, ni en anglais, ni en mandarin, ni en quoi que ce soit. D'accord ? Parce que c'est justement ce qui nous permet de traduire une phrase l'une dans l'autre. Donc nous, on fait l'hypothèse, à partir de maintenant, que les choses qui sont vraies ou fausses fondamentalement, ce sont les propositions, qui sont des entités abstraites, ce pourquoi un certain nombre de philosophes essayent de les éviter ou de les réduire, mais qui ont les avantages que je viens de vous mentionner. Bien. Donc ça, c'est le principal débat qu'on a vu la dernière fois sur qu'est-ce qui est fondamentalement vrai ou faux. Et le dernier point que je vous ai dit à ce sujet, qui est un point que vous pouvez garder dans votre besace d'outils philosophiques, c'est de vous dire, si on admet que les propositions sont les choses qui sont fondamentalement vraies ou fausses, les types d'entités qui sont fondamentalement vraies ou fausses, vous pouvez dire, oui, mais il y a d'autres choses qui sont vraies ou fausses. Est-ce que ma croyance que Gilles mange, elle est vraie ou fausse ? Elle est fausse, ma croyance que Gilles mange. Regardez Gilles, il n'est pas en train de manger. Okay ? Comment est-ce qu'on fait pour concilier ça ? L'idée que c'est les propositions qui sont vraies ou fausses et qu'il y a aussi des croyances qui peuvent être vraies ou fausses. Je vous ai dit la dernière fois, on peut distinguer deux sens d'être vrai ou faux, le sens strict et le sens plus large. Au sens strict, les croyances, elles ne sont pas vraies ou fausses, mais au sens large, elles peuvent être vraies ou fausses. Au sens strict, une croyance, elle est correcte ou incorrecte. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance correcte ? C'est une croyance qui porte sur une proposition fausse. Vraie, pardon. Ma croyance, elle est correcte si elle porte sur quelque chose de vrai. Donc si vous croyez que maintenant que Gilles n'est pas en train de manger, votre croyance est correcte. Okay ? Dans un sens large, vous pouvez dire que votre croyance, elle est vraie. Votre croyance, elle est vraie, pourquoi ? Parce que elle est correcte. Okay ? Donc dans un sens large, on peut dire que la croyance est vraie. Voilà, c'est la petite concession à la fin pour avoir ces deux sens de vérité, dire qu'au sens strict, ce sont seulement les propositions qui sont vraies ou fausses, mais au sens plus large, on peut accorder d'autres choses qui sont vraies ou fausses. Donc ça, c'était la grande question des porteurs de vérité, mais vous vous doutez bien que la question principale, qui
vous allez voir, a des liens avec cette question des porteurs de vérité. Maintenant, c'est la question de savoir qu'est-ce que c'est que la vérité. Et ce qu'on va voir à partir qu'on a commencé à voir la dernière fois et qu'on va voir aujourd'hui, peut-être on finira ou la prochaine fois, on va voir 4 grandes théories de la vérité que je vous annonce déjà. Il y a la théorie par laquelle on a commencé à la fin de la séance dernière, qu'on appelle la théorie correspondance. Une phrase est vraie si elle correspond à la réalité. Deuxièmement, on va voir la théorie qu'on appelle la théorie de la vérité cohérence. Une phrase est vraie si elle est cohérente avec un ensemble de croyances. Troisièmement, on va voir une théorie qu'on appelle, ou un ensemble de deux théories qu'on appelle des théories déflationnistes de la vérité, qui vont simplement dire que être vrai, ça n'ajoute rien. En gros, c'est-à-dire si vous dites Justine est dans la salle et d'un autre côté vous dites il est vrai que Justine est dans la salle, ben vous n'avez rien dit de plus. Okay, donc il est vrai, c'est un mot qui ne sert à rien au niveau du contenu sémantique, ça a d'autres fonctions, mais ça n'ajoute rien. Donc ça, c'est les théories déflationnistes de la vérité. Ceux qui disent oh là là, vous vous excitez sur la vérité, mais en fait, c'est vraiment pas du tout un mot très important, la vérité, ni un phénomène très important. Et puis on finira par ce qu'on appelle aujourd'hui, qui sont parmi les théories les plus populaires aujourd'hui, les théories qu'on appelle de la vérifaction, truth making en anglais, qui sont un peu des descendantes de la théorie de la vérité correspondante, mais sans les larmes. On va voir qu'il y a des problèmes pour la théorie de la vérité correspondance auxquels les théories de la vérifaction tentent de remédier. Bien, c'était un rappel, une annonce sur ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions sur ça, sur autre chose qu'on a vu précédemment ou sur la vie en général? Non, ça non. Ça va? Oui. Alors, quand on commence par se demander ce que c'est que la vérité, la réponse la plus intuitive, et je vous ai donné une série de citations que je vais reprendre brièvement maintenant, c'est de dire ben, c'est pas compliqué. Martin est dans la salle, c'est vrai. À quelles conditions c'est vrai? Qu'est-ce que c'est pour cette proposition d'être vrai? Ben, c'est le fait qu'il y ait Martin dans la salle. Okay, c'est pas compliqué, on regarde s'il y a Martin qui est dans la salle. Et c'est ça qui rend la proposition vraie. Ça, en gros, c'est l'idée que la vérité, c'est une correspondance entre le langage et le monde. Okay. Donc, vous voyez, vous avez je sais pas, vous prenez n'importe lequel des deux, la boîte, c'est le monde, et puis la vérité, ben, c'est des choses qui ont la même forme. Nos phrases vraies, c'est des choses qui ont la même forme que le monde. Il y a une analogie, une ressemblance de forme, isomorphie, on va voir tout à l'heure, entre le langage et le monde, et c'est ça qui assure que certaines propositions soient vraies et d'autres qui soient fausses. Une proposition fausse, c'est si vous essayez de faire rentrer l'étoile dans le carré, par exemple. Ben lui non plus, il ne marche plus, j'ai décidément plus rien qui marche aujourd'hui. Alors, la théorie correspondantiste, c'est la théorie suivante. La proposition que P est vraie, par définition, c'est l'idée que la proposition que P correspond au fait. Si un fait n'est rien d'autre qu'une proposition vraie, alors la théorie est triviale. Je n'aurais pas dû mettre ce point sur cette diapo. On fait l'hypothèse que les faits et les propositions sont des choses distinctes pour une raison que je vous ai mentionnée la dernière fois. Les propositions sont des entités qui représentent, d'accord, qui portent sur quelque chose d'autre qu'elles, tandis que les faits, c'est des choses qui sont dans le monde. Blabla. Tout ça, je vous l'ai déjà dit. Peut-être je vous fais l'économie de cette distinction entre les faits et les états de choses. Donc là, je vais directement au cœur de la théorie, même si on reparlera des faits et des états de choses quand il y en aura plus essentiellement besoin. Vous avez d'un côté, du côté des représentations, les propositions, vous avez du côté du monde les faits. Quand les propositions correspondent au monde, eh bien, les propositions sont vraies. C'est simple comme bonjour et on a envie que ça reste simple comme bonjour comme ça. Si on quitte cette théorie-là, ce n'est pas parce qu'on est des philosophes qui aimons emberlificoter des choses, c'est parce qu'il y a vraiment des problèmes qui vont se poser avec cette théorie. Et certains pensent qu'on peut la sauver, mais d'autres vont dire qu'il va falloir qu'on fasse autre chose que cette théorie-là. Alors, je reprends rapidement mes citations pour vous convaincre, vous l'êtes sans doute déjà, que cette théorie elle est très intuitive. Aristote, dire de ce qui est qu'il n'est pas ou de ce qui n'est pas qu'il est, c'est le faux. Dire de ce qui est qu'il est et de ce qui n'est pas qu'il n'est pas, c'est le vrai. Première version de la théorie de la vérité correspondance. Thomas d'Aquin, veritas est adequatio rei et intellectus, la vérité est l'adéquation de la chose et de l'intellect. Vous voyez que lui présuppose que les porteurs de vérité sont dans l'esprit. Descartes, ce mot vérité en sa propre signification dénote la conformité, autrement dit la correspondance de la pensée avec l'objet. Là encore, les porteurs de vérité pour Descartes sont dans la tête.
Spinoza, on appelle une idée vraie celle qui montre une chose comme elle est en elle-même, fausse celle qui montre autre chose autrement que ce qu'elle est en réalité. Russell, thus a belief is true when there is a corresponding fact and it is false when there is no corresponding fact. Un des livres de Russell que je vous conseille de lire, qui est très accessible, Problem of Philosophy, 1912, un de ses premiers livres, qui est une très bonne introduction à la philosophie. Alors je fais un petit peu plus long sur Wittgenstein, parce que vous allez voir que Russell et Wittgenstein, en tout cas ce qu'on appelle le premier Wittgenstein, parce que Wittgenstein a connu un tournant dans sa philosophie, mais le jeune Wittgenstein du Tractatus Logico-Philosophicus, lui développe cette idée de la vérité-correspondance, et il a une métaphore qui est toujours en filigrane dans cette idée de la théorie de la vérité-correspondance, c'est que les propositions, c'est comme des images du monde, comme des tableaux. Donc, vous pouvez penser, si vous dites un tableau, il représente bien, ou si vous faites un dessin de Justine, puis vous dites, est-ce que mon dessin, il est réussi? Eh bien, il est réussi s'il ressemble à Justine, puis s'il ressemble à Gilles, il est raté, d'accord? C'est un bon dessin de Gilles, mais un mauvais dessin de Justine. Donc, l'idée de Wittgenstein, c'est les propositions, vous pouvez y penser comme à des images. Si elles correspondent au monde, elles sont vraies. Donc, je vous lis quelques passages importants du Tractatus. L'image s'accorde ou non avec la réalité, elle est correcte ou incorrecte, vraie ou fausse. L'image figure ce qu'elle figure, indépendamment de sa vérité ou de sa fausseté, par la forme de représentation. Donc là, ce que veut dire Wittgenstein, c'est que même si une image est fausse, donc je fais une image de Justine et puis elle est complètement ratée. Ça ne ressemble pas à Justine, ça ressemble à un dragon. Cette image, elle représente quand même quelque chose. Elle figure quelque chose. Ce que l'image figure est son sens, donc le dragon dans ce cas-là, c'est dans l'accord de son sens avec la réalité que consiste sa vérité ou sa fausseté. Si je fais une image de dragon, ça ne correspond pas à Justine que je voulais dépeindre, donc mon image est fausse. Pour reconnaître si l'image est vraie ou fausse, nous devons la comparer avec la réalité. À partir de la seule image, on ne peut reconnaître si elle est vraie ou fausse. Il faut comparer la proposition avec la réalité. La proposition est une image de la réalité, donc vous voyez qu'il dit ça explicitement, cette métaphore, et voilà. Donc, vous voyez que c'est une théorie qu'on appelle réaliste de la vérité, parce que vous avez une séparation très nette entre le langage et le monde, et vous faites l'hypothèse que vous pouvez comparer le langage et le monde. Alors jusqu'ici, tout va bien, puis comme je vous disais, on aurait aimé qu'on puisse en rester là, parce qu'elle est très tentante, cette théorie, elle est très intuitive, mais on a un empêcheur de tourner en rond, Gottlob Frege, grand philosophe, fondateur de la philosophie analytique avec Russell que vous venez de voir, qui dit mais en fait les choses sont peut-être un peu plus compliquées qu'est-ce qu'elles en ont l'air. Et il va soulever 3 objections à cette théorie-là, les 2 dernières étant les plus préoccupantes. La première, c'est que quand vous pensez au terme « est vrai » dans le langage, et vous vous souvenez qu'on a dit quelques mots la dernière fois de la structure syntaxique de « est vrai », c'est un prédicat, contrairement à l'opérateur « il est vrai que », donc on retient le prédicat. C'est un prédicat qui est ce qu'on appelle monadique, qui s'attache à une seule chose. Telle phrase est vraie. Or, selon la théorie de la vérité-correspondance, la vérité, c'est une relation, c'est une correspondance entre les mots et les choses. Donc comment se peut-il, dit Frege, qu'un prédicat qui ne s'attache qu'à une chose ait pour signification une relation entre 2 choses? Ça, c'est sa première objection. Alors on ne va pas passer trop de temps sur cette objection, parce qu'elle n'est sans doute pas la plus pertinente. C'est un phénomène qui est assez courant dans le langage, que vous fassiez un prédicat monadique pour désigner une relation. Si je vous dis « Paul est amoureux, Julie est admirée, la poire est à gauche », tout ça, c'est des choses qu'on dit. Elle est où la poire? Elle est à gauche. Julie est admirée, elle est admirée. Évidemment qu'elle est admirée par quelqu'un. D'accord? Évidemment que si Paul est amoureux, il est amoureux de quelqu'un. Évidemment que si la poire est à gauche, elle est à gauche de quelque chose d'autre. Okay? On a bien des prédicats monadiques ici, mais en fait, ces prédicats désignent implicitement une relation. Donc ce que peut répondre le partisan de la théorie de la vérité-correspondance à Frege, c'est dire, mais c'est pareil être vrai qu'être amoureux. Quand je dis que la phrase est vraie, elle est vraie relativement au monde. Donc c'est une manière monadique d'exprimer ce qui est en réalité une relation. Voilà. Donc ça, c'est la première objection de Frege, et pour la raison que je vous mentionne là, on ne la creuse pas trop, parce que ce n'est pas celle qui a véritablement motivé les doutes les plus forts à l'encontre de la théorie de la vérité-correspondance. L'objection cruciale, sans doute,
c'est l'objection suivante. Comment peut-il y avoir une correspondance entre une représentation et quelque chose qui n'est pas une représentation? On a dit que les porteurs de vérité, c'était des propositions. Donc les propositions, c'est des entités qui sont abstraites, qui sont dans un monde, un troisième monde, elles ne sont ni dans l'espace ni dans le temps. Comment cette proposition, qui n'est pas comme un tableau, qui n'a pas une configuration, qui n'a pas des images, comment la proposition « Gilles est dans la salle » peut-elle ressembler au fait que Gilles est dans la salle? Comment le mot Gilles peut-il ressembler à Gilles? Pensez au mot Gilles. Regardez Gilles maintenant. Est-ce que vous voyez vraiment une ressemblance entre le mot Gilles et Gilles? Comment est-ce que les mots peuvent ressembler, correspondre aux choses? Ça, c'est le grand doute général de Frege. C'est de dire, s'il y a une correspondance, cette correspondance, on doit la comprendre comme une forme de ressemblance, de congruence entre les mots et les choses, les phrases et les faits. Or, on n'arrive pas à voir comment ça peut être le cas que des mots ressemblent aux choses. Cette idée-là, on la retrouve déjà chez un philosophe empiriste important, Berkeley. Berkeley, on fera sans doute un séminaire sur lui la semaine prochaine. Il a une thèse qui paraît complètement folle, mais qui défend de manière très convaincante, enfin, même si j'espère que vous ne serez jamais convaincus, mais peut-être certains le sont. Il défend qu'il n'y a pas de... la matière n'existe pas, que le monde est entièrement dans l'esprit. Et un des arguments qu'utilise Berkeley pour défendre cette thèse qu'on appelle immatérialisme, c'est l'idée qu'une idée, donc les idées c'est ce qu'on a dans la tête, ne peut jamais ressembler qu'à une idée. Ce n'est pas possible d'établir une relation de correspondance entre les choses auxquelles on pense et les choses extérieures. Les idées ne ressemblent qu'aux idées. Ça ressemble beaucoup à la théorie de Frege en disant une proposition elle peut ressembler à une autre proposition, une phrase peut ressembler à une autre phrase, mais elle ne peut pas ressembler à un fait ou à quelque chose dans le monde. Bien, ça c'est la deuxième proposition de Frege. On va y revenir dans un instant et deuxième objection de Frege à la théorie correspondance. Je vais vous lire le passage en entier où il défend ça. Je vous mentionne sa troisième objection tout de suite. Il enfonce le clou et il dit par ailleurs, si vraiment vous pensez que la vérité c'est une affaire de correspondance, la correspondance entre deux choses, elle est affaire de plus ou de moins. Vous pouvez dire mon dessin de Gilles, il ressemble plus à Gilles que le dessin qu'Arnaud a fait de Gilles, parce que je dessine beaucoup mieux Gilles que Arnaud ne dessine Gilles. Okay, puis on peut se battre comme ça en disant quel est le dessin qui est le plus ressemblant, qui correspond le mieux à mon objet. Mais la vérité, dit Frege, elle n'est pas affaire de plus ou de moins. Si vous avez une phrase, elle est soit vraie, soit fausse. Elle n'est pas plus ou moins vraie. Okay. Si je vous dis « il pleut », vous allez me dire « c'est faux ». Je vous dis « ouais, c'est un petit peu faux quand même ». Non, c'est pas un petit peu faux. Il n'y a pas de plus ou de moins en matière de vérité. Bon, là, ça marche bien. Vous pouvez dire « s'il tombe 3 gouttes, on peut discuter ». Mais en général, on admet que les prédicats vrais et faux ne sont pas des prédicats qu'on appelle gradables, qui peuvent venir en plus ou moins. Mais la correspondance, c'est gradable, correspond plus ou moins. Donc, on analyse quelque chose qui n'est pas gradable en termes de quelque chose qui est gradable. Et ça ne peut pas fonctionner. Donc ça, ce sont les trois objections de Frege. Je vous lis maintenant les passages pertinents. Lui-même fait l'hypothèse qu'on comprend la proposition bien avant, un peu avant Wittgenstein, comprend 20 ans avant Wittgenstein, l'idée que le langage ressemble à... si on est correspondantiste, on fait une analogie entre le langage et les images. Un tableau, en tant qu'il est une chose perceptible par la vue ou le toucher, est-il vrai à proprement parler? Et une pierre, une feuille ne sont-elles pas vraies? Il est évident qu'on n'appellerait pas un tableau vrai s'il n'y avait là une intention. Le tableau doit représenter quelque chose. La représentation n'est pas non plus dite vraie en elle-même, mais eut égard à une intention, à l'idée qu'elle doit s'accorder à quelque chose. On peut donc présumer que la vérité consiste en l'accord d'un tableau avec son objet. Un accord est un rapport. Donc là, il introduit la théorie de la vérité-correspondance. On présume, on fait l'hypothèse que c'est le cas. Mais si on fait ça, et c'est là qu'il se lève ces objections, on a 3 objections que je vous ai numérotées. Première objection, mais l'emploi du mot vrai y contredit. Ce n'est pas un terme relatif. Il ne donne aucune indication sur quelque autre chose avec laquelle un objet donné devrait s'accorder. Ça, c'est la première objection. Si je dis une phrase est vraie, je ne suis pas en train de parler d'une relation entre la phrase et autre chose. Okay. Puis on a vu comment on pouvait répondre avec les prédicats être amoureux, être à gauche, où on peut avoir ce type de phénomène-là. Ce qui nous intéresse davantage, ce qui est sans doute le cœur de son objection, c'est ce qu'il dit juste ensuite. Si je ne sais pas qu'un tableau donné est censé représenter la cathédrale de Cologne, je ne sais pas à quoi je dois le comparer pour décider de sa vérité.
Un accord ne peut être total que si les choses en accord coïncident et donc ne sont pas de nature différente. On doit pouvoir prouver l'authenticité d'un billet de banque en l'appliquant par recouvrement sur un billet authentique. Mais tenter d'obtenir le recouvrement d'une pièce d'or par un billet de 20 marks serait ridicule. Donc là, la pièce d'or, c'est le monde, et le billet de 20 marks, c'est la représentation. Il est en train de dire, nos propositions et le monde, ce n'est pas de même nature, vous ne pouvez pas les faire congruer. Le recouvrement d'une chose par une représentation ne serait possible que si la chose était, elle aussi, une représentation. Une idée ne peut ressembler qu'à une idée. Berkeley, Frege, une représentation ne peut ressembler qu'à une représentation. Comment vous faites ressembler le mot Gilles à Gilles? Ou la phrase Gilles est dans la salle au fait que Gilles est dans la salle. Et si la première, la représentation, s'accorde parfaitement à la seconde, elle coïncide. Or, c'est précisément ce que l'on ne veut pas quand on définit la vérité comme l'accord d'une représentation avec quelque chose de réel. Il est essentiel que l'objet réel et la représentation soient différents. Donc on veut dire que est vrai quelque chose qui correspond au monde, mais on n'arrive pas à ce moment-là à avoir une représentation entre la vérité, entre la proposition et le monde. Est-ce que ça va pour tout le monde? Okay. On veut faire se ressembler des choses qui ne sont pas du genre à pouvoir se ressembler. C'est bon? Oui? Bien. Et puis, troisième objection, c'est juste le premier paragraphe. À ce compte, il n'y a pas d'accord parfait, pas de vérité parfaite. Il n'y aurait donc absolument rien de vrai, car ce qui est à moitié vrai n'est pas vrai. La vérité ne supporte pas le plus ou le moins. Donc ça, c'est sa troisième objection. La représentation, la vérité ne supporte pas le plus ou le moins, alors que la correspondance supporte le plus ou le moins. Quelles conséquences tirer de ça, dit Frege? Eh bien, lui, il a quelque chose de très pessimiste en un sens. Il dit « Ainsi échoue-t-on à tenter d'expliquer la vérité comme un accord. Mais toute autre tentative pour définir l'être vrai échoue également, pense-t-il, et il en conclut, je viens directement là, il est donc vraisemblable que le contenu du mot vrai est unique en son genre et indéfinissable. Donc il pense que le mot vrai, on ne peut pas le définir plus avant. Donc jusqu'ici, on s'est cassé la tête pour savoir qu'est-ce que c'est que la vérité. On s'est dit, c'est la correspondance entre la phrase ou la proposition et la réalité. Et Frege dit, non, ça ne marche pas, il ne peut pas y avoir de telle correspondance. Arrêtez d'essayer de définir être vrai, c'est juste un terme primitif qu'on ne peut pas définir plus avant. D'accord? Léonie. Ouais. Oui, ça c'est l'objection de Frege, justement. Il dit, la vérité, elle ne vient pas par degrés. Okay? Donc si je dis Gilles est en train de manger dans la salle, ça c'est une proposition. C'est vrai si Gilles est en train de manger, et c'est faux si Gilles n'est pas en train de manger. Vrai ou faux? 0, 1. C'est comme ça qu'on représente vrai ou faux. En logique, il y a pas de... il y a le principe du tiers exclu, vous n'avez pas de choses qui sont ni vraies ni fausses, ou un peu vraies, un peu fausses. Okay? Tandis qu'un tableau, si vous dessinez Gilles en train de manger dans la salle maintenant, vous pouvez dire, ouais, c'est presque tout juste, sauf que ce n'est pas du chocolat qu'il mangeait, c'était... Qu'est-ce que vous aimez manger, Gilles? Une tarte à la praline. Vous aimez la tarte à la praline? Oui, il faut. Donc, voyez, vous pouvez dire un tableau ressemble plus ou moins. Donc, vous voyez, le problème de Frege, c'est quand vous avez une théorie de la vérité-correspondance, vous concevez la vérité sur la base de la manière dont un tableau ressemble à son objet. Et on peut dire qu'un tableau peut ressembler plus ou moins à ce qu'il représente, si c'est un tableau figuratif, évidemment, qui cherche à dépeindre quelque chose de réel. Tandis qu'on ne peut pas dire ça au sujet d'une proposition. Elle ne ressemble pas plus ou moins, déjà parce qu'elle ne ressemble pas du tout. Ça, c'est l'argument numéro 2. Et l'argument numéro 3, c'est de dire la vérité, ce n'est pas plus ou moins vrai, c'est soit vrai, soit faux. Ça va? Ouais. Donc ça, c'est des arguments qui ont eu un impact... Non, ça ne va pas, Léonie. Si? Ouais. Très bien. Donc, correspondre, là, je vous ai fait l'objection de Frege pour l'instant. On va donner la réponse maintenant de Russell et Wittgenstein. Frege, il pousse un peu du côté de la correspondance, c'est comme la ressemblance. Même si tu n'utilises pas le terme ressembler, il se dit, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Et ça pose les deux problèmes qu'on vient de voir. Okay? Et là, vous dites maintenant, Léonie, mais peut-être qu'on peut concevoir la correspondance autrement qu'à l'aide de la ressemblance. Ça va être la réponse de Russell et Wittgenstein pour essayer de défendre la vérité-correspondance. Pour l'instant, on essaie de comprendre la pression qui s'exerce sur cette théorie de la vérité. Si vous concevez la représentation linguistique comme la représentation picturale, vous êtes conduit à penser en termes de ressemblance, et on n'arrive pas à avoir la ressemblance entre les mots et les choses. Oui. Redites-moi votre prénom, pardon. Pardon? Léonie. Lioni. I-O-N-Y, merci. Il n'y avait pas une histoire de la réconditionnalité aussi
Véricondationnalité, c'est autre chose encore. Vériconditionnalité, c'est un terme barbare quand vous utilisez en logique pour dire que la valeur de vérité d'une proposition dépend de la valeur de vérité des propositions qui la constituent. Il pleut et Gilles est dans la salle, c'est vrai parce que la proposition il pleut dans la salle et la proposition Gilles est dans la salle est vraie. D'accord ? Ou vérifonctionnel, on dit ça. Bien, est-ce que ça va pour les objections de Frege ? C'est limpide pour tout le monde ? Oui ? Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Eh bien, on va écouter Léonie qui nous dit, oui, il ne faut peut-être pas parler de correspondance, et l'idée clé de... il ne faut peut-être pas parler de ressemblance. L'idée clé de Russell, puis de Wittgenstein, ça va être de dire, plutôt que de concevoir la correspondance en termes d'une forme de ressemblance picturale, on va parler d'isomorphie. Qu'est-ce que c'est que l'isomorphie ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre maintenant. Est-ce que vous avez une idée de... Est-ce que vous avez des suggestions ? Donc vous avez le cahier des charges maintenant, c'est vous avez Frege qui vous a dit la correspondance, ça ne peut pas être la ressemblance, parce que les mots ne ressemblent pas aux choses, et vous avez envie de sauver, la vérité correspondance. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour aider nos correspondantistes ? Ils vont parler d'isomorphie. Vous voyez ce que ça peut être l'isomorphie ? Comment il peut y avoir une forme de correspondance entre les mots et les choses ? Si ce n'est pas une ressemblance de couleur ou de forme, parce que ça... Oui. Une association. Ouais. Autre idée, Guillaume ? Une structure ou des relations. Ouais, très bien. Une structure ou des relations, ça va être l'idée clé d'isomorphisme. Alors une structure, des relations, il doit y avoir des termes. Des relations entre quoi ? Une structure qui relie quel type de nœud ? Est-ce que vous voyez quels sont les types de constituants des phrases qui pourraient correspondre structurellement à des constituants de la réalité ? Il y en a d'entre vous qui ont suivi le cours d'introduction à la métaphysique ? Alors vous devez connaître la réponse, Léonie. Qu'est-ce qui peut ressembler entre... Très bien. Merci beaucoup, Gabriel. Les substances et les propriétés. Vous avez une vieille idée qui remonte à Aristote et qui va être utilisée reprise par Russell et Wittgenstein ici. Si vous dites Julie et... Je ne vais pas dire jolie parce que je ne vais pas réussir à représenter. Brune. OK. Ça, c'est une phrase. D'accord ? C'est le langage. Un sujet auquel on attribue un prédicat. On sait maintenant ce découpage syntaxique-là. Eh bien, vous avez une façon très simple de dire qu'est-ce qui fait que représente cette phrase. Cette phrase, elle représente Julie. Ça, c'est Julie, qui est très jolie, comme vous le voyez. Hop. Ça, c'est Julie. Le nom représente une personne. Et être brune, ben, ça correspond à la couleur de ses cheveux. Ça, c'est des cheveux bruns. Ouais, bref. Vous voyez l'idée, OK ? Donc, vous avez une correspondance. Vous avez le sujet qui nomme un objet. Et vous avez le prédicat qui nomme une propriété qui est exemplifiée par l'objet. Donc, au niveau du langage, vous avez une structure sujet-prédicat. Et dans le monde, vous avez une structure entre les objets et les propriétés des objets. Okay. Et puis, vous avez pareil sur Julie aime Paul. Là, vous avez une relation. Cette fois, vous avez un prédicat. Ça correspond dans la réalité à Julie. Ça correspond dans la réalité à Paul. Et puis, entre les deux, ben, vous avez une relation. Alors, une relation, ce n'est pas un objet, ça correspond à un prédicat. Ça, c'est un cœur. Décidément, je suis vraiment nul en dessin. Ça, c'est Julie aime Paul. Puis, je fais des traits comme ça pour dire, voilà, ça va dans ce sens-là. Okay ? Dans la réalité, vous avez ça. Vous avez une relation d'amour entre Julie et Paul. Dans le langage, vous avez un prédicat qui relie Julie et Paul. Donc, vous avez une isomorphie, c'est pour ça que Russell et Wittgenstein parlent d'isomorphie, entre le langage et la réalité. Ça ne veut pas dire que les mots ont des couleurs, vous voyez bien, mais ça veut dire que les structures de relations entre les mots correspondent aux relations entre les objets du monde. D'accord ? En deux mots, c'est ça l'isomorphie. Donc, ce que vous avez en bas ici, donc là on a en bas
le monde, et ici on a le langage, ici on a des propositions, dont on fait l'hypothèse qu'elles sont les porteurs de vérité. Et ce qui rend vrai ces propositions, dans la théorie de Russell et Wittgenstein, j'arrive tout de suite, c'est ce qu'on appelle des états de choses. Des états de choses. Pourquoi c'est des états de choses? Vous voyez que ce n'est pas que des choses. Il faut Julie et Paul ici, mais il faut aussi une relation entre Julie et Paul. Quand vous avez deux choses qui se tiennent dans une relation, ou une chose qui exemplifie une certaine propriété, qui exemplifie une propriété, ça veut dire avoir une certaine propriété, Julie qui est brune, ça c'est ce qu'on appelle un état de choses. Julie c'est une chose, Julie et brune c'est un état de choses. Julie et Paul sont des choses, Julie aime Paul c'est un état de choses. Donc les propositions sont rendues vraies dans le monde par des états de choses. Redites-moi votre prénom que j'ai oublié, pardon. Flavio. Oui. Je me suis enregistré, elle est quelque part. L'idée de l'isomorphisme, c'est les structures linguistiques correspondent aux structures du monde. Et ce qu'on appelle structure, c'est les relations entre différents items. Ce qui correspond aux objets du monde, c'est les expressions nominales dans le langage, et ce qui correspond aux relations ou aux propriétés monadiques, ce sont les prédicats. D'accord ? Donc pensez juste à cette relation sujet-prédicat et substance-attribut. Un sujet, c'est une fonction grammaticale, c'est un mot. Un prédicat, c'est être blond, être heureux, être dans la salle, être étudiant de philosophie, etc. Ça, ce sont les mots. Au niveau des choses, les sujets correspondent à des substances. Vous et moi sommes des substances. Les tables sont des substances. On dit encore des objets. On ne va pas trop couper les cheveux en quatre ici, même s'il y a des distinctions à introduire. Et puis, les attributs ou les prédicats correspondent à ce qu'on appelle des propriétés ou des relations. Okay, ça va ? Bien. Donc ça, c'est... Vous voyez que ça correspond très exactement, j'espère, à l'intuition que vous aviez, Léonie, tout à l'heure, en disant, mais on n'a pas besoin de dire la correspondance, c'est une ressemblance. Vous savez qu'on n'utilise pas la ressemblance, d'accord ? Je ne suis pas en train de dire que le mot Gilles ressemble à la chose Gilles. Pardon pour la chose Gilles, mais vous voyez bien que l'opposition ici c'est entre les mots et les choses, d'accord ? Ce n'est pas les mots qui ressemblent aux choses, mais c'est la structure des mots, la concaténation des mots, qui elle-même ressemble à la structure de la réalité, la concaténation des entités dans la réalité. Ça va ? Donc la proposition a la même structure que les faits. Ça, c'est l'idée centrale. Et c'est ça qu'on appelle la correspondance. L'isomorphisme, c'est une identité de structure, ou une analogie de structure entre la proposition et les faits. Question là-dessus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça ? Je fais un petit point un petit peu plus spécifique maintenant sur la différence entre Russell et Wittgenstein. Dans cette grande catégorie des correspondantistes du début du XXe siècle, on a d'abord Russell qui avance cette idée, le premier, et puis qui va dire, cette idée-là, elle marche pour les phrases atomiques. Ce qu'on appelle les phrases atomiques, c'est des phrases comme vous avez au tableau là, Julie est brune ou Julie aime Paul, des phrases très courtes qui ne sont pas composées d'autres phrases, puis vous avez des phrases qui ne sont pas atomiques, mais moléculaires, du type Julie aime Paul et Julie est brune. Dans ces cas-là, Russell et Wittgenstein sont d'accord. Mais maintenant, vous avez d'autres problèmes. Vous avez un grand problème qu'on se traîne en philosophie du langage et théorie de la vérité depuis des siècles maintenant, c'est le problème des vérités négatives, en particulier des vérités négatives singulières, du type Julie n'est pas brune. Qu'est-ce qui rend vrai le fait... Pardon, Julie n'est pas... On fait l'hypothèse que Julie est brune, donc Julie n'est pas blonde. Qu'est-ce qui rend vrai le fait que Julie n'est pas blonde ? À quel fait correspond cette phrase « Julie n'est pas blonde » ? C'est une phrase qui est vraie. Si vous êtes correspondantiste, vous devez dire que ça correspond à quelque chose dans le monde. Julie, ça correspond à Julie. Mais qu'est-ce que vous faites de pas blonde ? Okay. L'idée de Russell, au départ, il ne s'embêtait pas trop... Enfin, il ne sait pas qu'il ne s'embêtait pas, mais il n'avait pas de souci de ce qu'on appelle d'économie ontologique. Il dit, dans le monde, il y a des faits négatifs. Donc, il y a des propriétés négatives, comme ne pas être blonde. Julie, il est vrai que Julie n'est pas blonde, si et seulement si Julie exemplifie la propriété négative de ne pas être blonde.
C'est facile, vous avez des propriétés ou des faits négatifs, vous avez différentes versions ici, et vous avez cette correspondance. Autre type de fait qui pose problème, les vérités générales. Si je dis toutes les baleines sont des mammifères, qu'est-ce qui rend vrai ça? À quel fait ça correspond? Russell dit il y a des faits généraux, il y a des faits particuliers, il y a le fait que Noémie la baleine soit un mammifère, mais il y a aussi le fait que toutes les baleines soient des mammifères. Donc ça, c'est la théorie de la vérité-correspondance dans sa version la plus simple. Pour n'importe quel type de proposition linguistique, vous faites l'hypothèse qu'il y a un fait qui lui correspond. Il y a même des faits complexes pour Russell. Il y a les faits conjonctifs, les faits disjonctifs. Qu'est-ce qui rend vrai que soit je bois, soit je ne bois pas? Ce qui rend vrai que soit je bois, soit je ne bois pas, c'est qu'il y a le fait dans le monde qui correspond à soit Olivier Massin boit, soit Olivier Massin ne boit pas. Okay. Donc vous voyez, il pousse tellement loin l'isomorphie, Russell, qu'il est très libéral au sujet des faits qu'on trouve dans le monde. Il dit il y a des faits négatifs, il y a des faits généraux, il y a des faits disjonctifs, et à chaque fois que vous avez une proposition vraie, vous trouvez un fait qui lui correspond. Là-dessus arrive Wittgenstein, qui fronce les sourcils et qui dit non mais je veux bien comprendre le fait que Julie soit brune, je veux bien l'accepter. Je veux bien accepter le fait que Julie aime Paul, tout ça c'est des faits d'accord, mais des faits négatifs, ça pour moi c'est trop fort de café. Je ne pense pas que dans la réalité, il y ait des choses négatives, comme le fait que Julie ne soit pas blonde, ou comme le fait que les dragons n'existent pas. Okay. Qu'est-ce qui rend vrai le fait que les dragons n'existent pas? Russell dit, regardez, le fait négatif que les dragons n'existent pas. Et Wittgenstein dit non, le fait que le dragon n'existe pas, ce n'est pas un fait dans le monde, ça. Donc moi j'aimerais une théorie de la vérité qui nous permettent de faire l'économie des faits négatifs, des faits généraux, des faits disjonctifs, des faits qui nous semblent bizarres, comme ça. Donc la différence centrale entre Russell et Wittgenstein sur ce point est que bien que les deux soient correspondantistes et utilisent la notion d'isomorphie, pour Russell, les phrases négatives, comme « il n'y a pas de pingouin ramoneur », et les phrases générales, comme « toutes les vaches sont des mammifères », sont rendues vraies respectivement par des faits négatifs et des faits généraux. Mais pour Wittgenstein, phrase célèbre de Wittgenstein, les constantes logiques ne représentent pas, seuls les énoncés atomiques correspondent à des faits. Autrement dit, les énoncés qui sont du type F de A, vous n'avez pas de négation à l'intérieur et vous n'avez pas d'autres opérations logiques. Vous voyez que dans F de A, vous n'avez pas de connecteur propositionnel. C'est ça qu'il appelle ici les constantes logiques. Et vous n'avez pas non plus de quantificateur. F de A, Julie et Jolie, vous n'avez pas de ce qu'on appelle les constantes logiques, les expressions que vous apprenez quand vous faites de la logique. Vous n'avez pas de conjonction, vous n'avez pas de quantificateur, vous n'avez pas de disjonction, etc. Ces phrases-là, Wittgenstein dit, je suis d'accord avec toi Bertrand, ces phrases, elles correspondent à quelque chose dans la réalité. Mais dès lors qu'on introduit des constantes logiques, et où il n'est pas le cas que, il existe au moins un tous, Wittgenstein dit, ces choses-là ne correspondent à rien dans la réalité. Les constantes logiques ne représentent pas. Ça, c'est sa grande idée. Oui. Pour Wittgenstein, la phrase de toutes les vaches sont des mammifères, ça ne représente pas un fait. Non, cette phrase ne représente pas un fait. Et il va dire qu'elle est vraie, mais pour montrer qu'elle est vraie, il va falloir expliquer sa connexion avec des faits atomiques comme F de A. Donc en gros, cette phrase, elle va être vraie si et seulement si. Et là, vous allez faire la liste de toutes les vaches. Julie la vache, Noémie la vache, pardon, j'espère que je prends des prénoms de personnes dans la salle. Je n'ai pas de nom de vache qui me vient en tête, alors je pense à des prénoms d'humains. Voilà. Et à chaque fois, cette vache-là est un mammifère. OK ? Donc la négation et la généralité sont des opérations logiques. Donc, je résume. On a Frege qui nous dit, je résume encore un petit peu avant, on a Aristote qui arrive et qui dit, c'est facile ce que c'est que la vérité. Une phrase est vraie si elle correspond à la réalité. Il est suivi par une grande majorité de philosophes. Arrive Frege qui dit, c'est quoi? Comment une phrase peut correspondre à la réalité? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on veut dire qu'une phrase correspond? La correspondance, c'est comme une ressemblance. Et non seulement on ne comprend pas comment le langage peut représenter la réalité, et d'autre part, ressembler, ça vient en termes de plus ou de moins, alors que la vérité, ça ne vient pas en termes de plus et de moins. Donc votre théorie de la vérité correspondante, il faut l'abandonner. Presque immédiatement après, réagissent Russell et Wittgenstein qui disent « Non, pas si vite Gottlob, c'est pas vrai qu'on doit concevoir la correspondance en termes de ressemblance. Nous, on a une meilleure théorie. La ressemblance, c'est une isomorphie structurelle. La structure du langage correspond à la structure de la réalité.
et ça nous sauve notre théorie correspondance. Ça, c'est Russell et Wittgenstein. Ils sont d'accord là-dessus, ils ont juste un désaccord sur quelles sont les propositions pour lesquelles cette isomorphie est vraie. Russell est très généreux, toutes les propositions rentrent dans une relation d'isomorphie, toutes les propositions vraies rentrent dans une relation d'isomorphie avec le monde. Wittgenstein dit non, ça marche seulement pour les propositions atomiques, mais toutes les propositions qui contiennent des constances logiques et où, si alors il existe au moins un, ces propositions-là, elles ne sont pas dans une relation d'isomorphie avec le monde. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas être vraies, mais il faut faire une petite cuisine logique pour comprendre leur vérité. Ramener leur vérité à une fonction de la vérité des propositions atomiques dont elles dépendent. Ça va, Antoine? Vous avez parlé d'état de choses. Ouais. À quoi ça correspond? Donc un état de choses, on le met dans ces théories-là, on accepte que les états de choses sont dans le monde et sont distincts des propositions. Un état de choses, c'est des choses qui ont certaines propriétés. Soit des propriétés monadiques, Julie et Brune, soit des propriétés dyadiques, Julie aime Paul. Monadique, là, ça correspond aux monades de... Non, pardon, excusez-moi. Monadique, ça veut dire une propriété qui a un seul trou, qui s'attache à une seule chose. Et dyadique, ça veut dire qu'il s'attache à deux choses. D'accord ? Aimer. Triadique, c'est qu'il s'attache à trois choses. Donner un bâton à Paul, etc. Donc les états de choses, c'est des entités du monde, mais vous les exprimez par des phrases. D'accord ? Une personne, on l'exprime par un nom. Je dis Antoine. Antoine pose une question. Ça, je suis obligé de l'exprimer par une phrase, et ça correspond à un état de choses. C'est Antoine qui exemplifie le prédicat de poser une question. La propriété de poser une question, pardon. Ça va ? Bien. Là, je vous ai mis de longues citations de Wittgenstein que je ne vais pas tout te vous lire. 4.023, la proposition est la description d'un état de choses. Vous voyez bien que ce n'est pas la même chose pour Wittgenstein, la proposition et les états de choses. Dans la proposition, les éléments d'une situation sont, pour ainsi dire, rassemblés à titre d'essai. Un nom est mis pour une chose, un autre pour une autre, et ils sont reliés entre eux de telle sorte que le tout, comme un tableau vivant, figure un état de choses. Ma pensée fondamentale est que les constantes logiques ne sont les représentants de rien. Okay. Ça, c'est son désaccord avec Wittgenstein, avec Russell. Bien. Alors, il est 11h, ouais, on n'a fait que ça pour l'instant. Je vous donne juste une objection maintenant importante à cette théorie de la vérité-correspondance telle qu'elle a été sauvée en quelque sorte par Russell et Wittgenstein. Il reste un problème qui n'est pas résolu par la théorie en l'état, c'est un problème épistémologique. Là, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce que c'est pour une proposition qui est d'être vraie, mais il y a une autre question, c'est de savoir comment on sait qu'une proposition est vraie ou fausse. Si la vérité est un accord entre une proposition et un fait, comment est-ce qu'on peut connaître cet accord? Okay. Ça rappelle l'objection. Je vous mentionnais Berkeley tout à l'heure, mais vous suivrez peut-être le séminaire ou le cours sur Berkeley et les philosophes empiristes l'année prochaine. Berkeley dit à Locke, quelques siècles auparavant, comment pouvez-vous savoir que les idées ressemblent ou non à la réalité extérieure? Donc là, c'est une question épistémologique. On ne se demande pas ce que c'est, on se demande comment est-ce qu'on peut savoir ça. Et ce n'est pas une idée auquel ont répondu encore, en l'état, Russell et Wittgenstein. Vous avez une proposition, vous avez des faits, vous savez que la proposition est vraie si sa structure correspond à la structure des faits, mais comment est-ce que vous pouvez connaître ça, la structure des faits? Comment vous y accédez? Cette proposition, elle est particulièrement saillante, et en un sens, on ne va pas la résoudre ici parce que ce n'est pas notre but en philosophie du langage. Elle est particulièrement saillante quand vous la posez au sujet de la perception. On admet en général que la perception, c'est notre première voie d'accès au monde. Mais ça nous arrive de nous tromper dans la perception. On a parfois des illusions. Comment est-ce que vous pouvez savoir quelles sont celles de vos perceptions qui sont vraies, qui sont la grande majorité, ou celles qui sont fausses, qui sont heureusement une petite minorité? Si vous admettez quelque chose comme la théorie de la vérité-correspondance,
je vois Maya maintenant, je pense que ma perception est véridique. Comment je sais, j'ai retenu votre prénom au début, comment je sais que ma perception est véridique? Ma perception est véridique si ma perception, donc l'image mentale que j'ai, correspond au monde. Ok, ça c'est les conditions auxquelles elle est vraie, mais comment je sais maintenant que c'est vrai? Moi, je vois Maya, je voudrais vérifier que mon expérience corresponde à la réalité. Je ne peux pas sortir de mon expérience pour regarder d'un côté, ah ça c'est mon expérience de Maya, ça c'est Maya, ah ouais, ça matche bien, là ils correspondent, donc je vois Maya. Pourquoi? Parce que quand je dis ça c'est Maya, ben, comment je le sais ça? Je ne peux pas sortir de ma perception pour vous voir, d'accord? Donc cette adéquation dans la perception entre ce que je vois et ce qui est censé rendre vrai ma perception, c'est une forme d'impasse. Il faudrait pouvoir sortir de soi-même pour vérifier que ce que je vois est bien le cas. Quelque chose qui est déjà noté par Brentano, mais c'est une idée récurrente dans l'histoire de la philosophie. Depuis Berkeley, je vous l'ai dit tout à l'heure, au moins, il est évident que l'on s'est fait une grande illusion en pensant que la théorie de la correspondance indiquait le chemin par lequel j'entrais en moi-même en possession de la vérité. Mais que ce n'est pas le chemin par lequel j'entrais en moi-même en possession de la vérité. Ça, c'est une objection épistémologique. Il n'est pas en train de dire c'est pas ça la correspondance, mais en tout cas, c'est pas grâce à ça c'est pas ça la vérité. Pardon, je reprends. Il n'est pas en train de dire c'est pas ça la vérité. Il est en train de dire c'est pas comme ça qu'on connaît la vérité. Certains ont cru que cela se faisait en comparant ma pensée à la chose et n'ont pas vu que pour pouvoir faire cette comparaison, je devais déjà savoir ce qu'il en est de la chose en réalité, de Maya dans l'exemple que je prenais à l'instant. Or, savoir cela signifie déjà être en possession de la vérité. Okay, donc, si vous avez une théorie de la vérité-correspondance, vous devriez pouvoir comparer votre perception à la réalité et donc déjà accéder à la réalité. Donc, ce n'est pas votre perception qui vous donne accès à la réalité. Alors, ça, c'est une grande question épistémologique très importante. Mais ici, on va botter en touche, parce qu'ici, on est en philosophie du langage. Et pour les partisans de la théorie de la vérité-correspondance, il y a une réponse assez commode à cette objection, c'est de dire, oui, mais attendez, on va diviser le travail, diviser pour mieux régner. Ce qui rend vrai une proposition, c'est un fait, d'après nous. Nous, on fait l'hypothèse en philosophie du langage qu'on peut percevoir les faits. Je peux percevoir que Gilles est dans la salle, qu'il fait beau dehors, etc. Donc c'est comme ça que j'accède, je compare ma proposition au contenu de la perception. Là, je n'ai pas de problème, d'accord? Ma proposition, j'y pense, je pense Gilles est dans la salle, okay, je vois cette entité abstraite, je regarde, il y a Gilles est dans la salle, ma perception me donne accès aux faits, donc ce qui rend vrai ma proposition, c'est ça m'est donné par la perception. Évidemment que cette solution-là, elle ne répond pas à la question de savoir comment je sais que ma proposition est vraie. Peut-être que je suis en train d'halluciner Gilles, d'accord? Mais là, on botte en touche, on dit ça, c'est votre problème, les philosophes de la perception. Nous, maintenant, on ne va pas s'occuper de vérifier que la perception, à quelles conditions elle est véridique ou fausse. On fait l'hypothèse que dans un grand nombre de cas, la perception nous donne les faits. Bon. L'expérience n'est pas systématiquement trompeuse. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire là-dessus. Il y avait quelques autres points sur la diapo dont je ne vais pas vous parler. Mais pour répéter une dernière fois, vous avez la question, l'objection, le souci de Wittgenstein, de Brentano, que je vous ai mentionné à l'instant, de dire si la vérité c'est une vérité correspondance, comment vous pouvez connaître la chose qui est censée rendre les propositions vraies? Et puis la réponse qu'on donne, c'est de dire on divise, il y a des propositions, il y a des faits. Moi, je peux vous savoir qu'une proposition est vraie si je vois le fait en question. Maintenant, ça rend compte de la vérité des propositions. Il y a une autre question qui est la question de la vérité de la perception par laquelle on accède aux faits. Et ça, on la laisse de côté. Il y a des réponses des théories de la perception là-dessus. Une réponse assez intuitive et immédiate, c'est de dire, par défaut, on a le droit de croire ce qu'on voit. Parce qu'en général, la perception ne nous trompe pas. Évidemment, si vous avez des raisons de penser que vous êtes dans une salle pleine de miroirs ou qu'on vous a branché des électrodes sur le cerveau, là, méfiez-vous de votre perception. Mais en général, votre perception marche assez bien, donc on a une forme de... C'est ce que dit un philosophe contemporain qui s'appelle Tyler Burge. On a le droit de croire ce qu'on voit parce qu'en général, la perception est assez fiable. C'est une manière de répondre à cette question-là, une façon dite externaliste, mais ça, c'est de la philosophie de la perception. Bien, on en a terminé avec la théorie de la vérité correspondance. Est-ce que vous avez des questions sur cette théorie? Ça va? Qui croit que la théorie de la vérité correspondance est vraie? Plus personne. Qui a complètement désespéré de la théorie de la vérité correspondance à ce stade? Vous n'avez aucun avis? Alors l'abstention est interdite. Je repose mes questions. Qui est toujours un correspondantiste? Qui croit que la vérité est vraie? Ok.
Et qui pense maintenant qu'il faut chercher autre chose? Bien, alors on cherche un peu autre chose pour la petite minorité qui est encore correspondantiste. Qui est plus correspondantiste, pardon. Donc une autre théorie de la vérité qui a été développée concurremment, c'est ce qu'on appelle la théorie de la vérité cohérence. Qu'est-ce que c'est que cette théorie? C'est une théorie qui nous dit qu'une proposition, mais peut-être aussi une croyance, est vraie si elle est cohérente avec d'autres propositions ou d'autres croyances. Alors si je vous dis juste ça, la théorie, elle ne va pas vous convaincre, parce qu'il y a beaucoup de croyances qui sont cohérentes entre elles et qui sont complètement fausses. Je vous donne un exemple. La Terre est plate, Dieu est un plat de nouilles, 2 plus 2 égale 6. Ces trois propositions, elles sont fausses, et pourtant, elles ne se contradisent pas entre elles. Elles sont parfaitement cohérentes. Si vous vous dites ça, si vous répétez ces phrases-là, je ne peux pas vous dire vous êtes inconsistant. Vous pouvez parfaitement avoir ces trois phrases, croire en leur vérité et pas vous contredire. Donc, la cohérence par elle-même ne semble pas suffire pour garantir la vérité. Alors, comment est-ce que le cohérentiste répond à ça? Il dit qu'en général, pour qu'une croyance soit vraie, il faut qu'elle corresponde, qu'elle soit cohérente, avec un certain système de croyances qui doit être plus vaste que ça. Il va dire, ça, ce n'est pas un système de croyances. Okay, on a juste 3 croyances indépendantes qui ne forment pas un système. Nous, notre théorie, elle est plus exigeante que ça. Une croyance est vraie si elle est cohérente avec un grand système de croyances. Alors, c'est quoi un système de croyances? Quelques grandes options. Vous pouvez dire que est vraie toute proposition qui est cohérente avec les systèmes de croyances d'une société. Vous pouvez dire que est vrai tout ce qui est cohérent avec le système de croyances commune à l'humanité. Ou vous pouvez dire par exemple que est vrai ce qui est cohérent avec les données des sens ou de l'expérience, une théorie qu'on attribue souvent à Kant. Bien, donc ça c'est le cœur de la théorie de la vérité cohérente. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce qu'on doit avancer. C'est une théorie qui est un peu moins populaire aujourd'hui. Est-ce que vous voyez un problème pour cette théorie-là, pour une des versions de cette théorie-là? Si je vous dis c'est ça la vérité, j'ai oublié votre nom, pardon, Valentin, non. Ah oui. C'est ça? Oui. Ah, En plus, j'avais la flemme. Pardon. Oui, je me dis, si toute l'humanité croit qu'il y a une pastèque géante dans l'espace, ouais, qu'ils appellent Dieu, par exemple, ça rendrait automatiquement ça vrai. Bien, donc ça va être le gros problème pour cette théorie-là, c'est qu'en passant à des systèmes de croyances, on évite certains exemples bizarres comme la Terre est plate, Dieu est un plat de nouilles et 2 plus 2 égale 3, mais on ne les évite pas tous en principe. Peut-être qu'on se trompe tous, peut-être que dans une société on se trompe tous, peut-être que tous les étudiants de philo se trompent. Quelle que soit la chose à laquelle vous relativisez votre système de croyances, peut-être que vous pouvez espérer que plus une croyance est largement partagée, moins elle a des chances d'être fausse. Et déjà ça, il faut être un peu optimiste. Parce que peut-être que j'arrive à vous convaincre tous d'une énorme bêtise et que j'ai une énorme influence, ça arrive aussi, la manipulation. Donc il y a un peu ce souci qu'on n'arrive pas vraiment à assurer la vérité. Alors, je crois que j'ai divisé ma diapo en deux, donc je viens directement aux objections. Comme vous l'avez dit, Valentin, ces croyances, que ce soit les croyances de la société, de l'humanité, mais même mes croyances qui viennent des sens, elles pourraient être fausses, d'accord? Je pourrais être sujet à une illusion. Alors vous pouvez répondre à ça. Oui, non, mais alors attendez, c'est la cohérence avec les croyances et les perceptions vraies qui est importante. Si vous avez des croyances qui sont cohérentes avec d'autres croyances vraies, ça marche bien. Mais vous voyez bien qu'en fait, cette réponse, elle se mord la queue, parce qu'on est en train d'essayer de définir la vérité, donc on n'a pas le droit maintenant de dire est vraie toute proposition qui est cohérente avec d'autres propositions vraies. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle une définition circulaire. Donc cette notion de vérité que vous auriez dans cette réponse, de dire est vrai ce qui est cohérent avec des perceptions vraies, c'est une notion de vérité qui ne peut pas être définie en termes de cohérence. Peut-être que vous devez la définir en termes de correspondance ou en termes d'autre chose, mais si vous dites ça, vous avez renoncé à définir la vérité de manière purement cohérentiste. Alors ça ne veut pas dire pour autant que tout soit acheté dans la théorie de la vérité cohérence. Une chose qui est sans doute vraie, c'est que pour qu'une proposition soit vraie, elle ne doit pas contredire d'autres propositions qui sont vraies. D'accord ? Donc si vous avez un système de pensée inconsistant et dans lequel incohérent, dans lequel une de vos propositions contredit une proposition vraie, et bien cette proposition a peu de chances d'être vraie. D'accord ?
Mais à part ça, il y a quand même une difficulté sérieuse dans la théorie de la vérité cohérence qui est celle-ci qu'on peut se tromper même si on inclut un grand nombre ou même si on inclut des processus comme la perception qui sont très fiables. Alors vous avez une autre version de la théorie de la correspondance, de la vérité cohérence que je mentionne brièvement ici, qui est de dire, alors attendez, on va faire mieux que ça, on ne va pas s'intéresser à des croyances qui sont effectivement partagées, mais on va s'intéresser à des croyances idéales. On va dire, est vrai, ce qui est cohérent avec le système de croyances qui serait adopté dans des conditions idéales. Est vrai ce qui est cohérent avec le système de croyances d'un agent épistémique qui ne ferait aucune erreur. Est vrai ce qui est adopté par le système de croyances de Dieu, par exemple. Est vrai ce qui serait adopté dans le système de croyances dans lequel on ne serait jamais sujet à l'illusion, etc. Okay. C'est ça la vérité cohérence. Donc vous dites plus est vrai ce qui est cohérent avec ce qu'on croit effectivement, mais avec ce qu'on devrait croire si on était des agents épistémiquement parfaits. Est-ce que vous voyez un problème avec cette forme de seconde version de la théorie de la vérité cohérence qui est censée éviter le problème que vous mentionniez, Valentin, de dire on peut se tromper? Oui. Alors, épistémique possible réel, c'est ce qu'on est en train de dire là. Donc la théorie, elle dit explicitement il faut qu'on soit cohérent avec des choses qui ne sont peut-être pas dans les faits, des croyances qui ne sont peut-être pas dans les faits entretenues, mais qu'il faudrait entretenir. Okay. Si je suis cohérent avec ce que croirait un être parfait, alors j'ai un bon système, mes croyances sont vraies. Oui, Antoine? Essaye de définir la vérité en se basant sur quelque chose qui n'est pas vrai. Des conditions idéales, dans ce cas-là, ça relève de quelque chose qui est théorique. Oui, mais ça, à la limite, ils vont dire oui, ça, c'est effectivement le cas, mais c'est un coût à payer pour notre théorie. Si c'est un coût en disant nous, effectivement, on décrit la vérité en termes de référence à un idéal, c'est contrefactuel, comme on dit, c'est pas le cas, qu'on est des agents épistémiquement vertueux, mais on peut quand même essayer d'aspirer à ressembler à des modèles, okay, et c'est ça qu'on doit faire quand on veut avoir une croyance vraie. Donc ici, il n'y a pas un problème totalement d'irriment. Valentin? Mais j'ai l'impression que cette théorie elle a un problème parce qu'elle ne peut pas faire qu'un groupe d'humains puisse faire émerger des vérités si il n'existait pas avant. Enfin, parce qu'au début de l'humanité, on ne pourrait donc pas avoir de croyances vraies parce qu'on n'avait pas encore. Enfin, qu'on ne peut pas faire émerger un système de croyances vraies si on n'avait pas déjà avant. Alors, il peut y avoir de problèmes pour d'autres théories là-dessus en termes de vérité, de savoir comment est-ce que les vérités se transmettent dans le temps. Mais ici, vous pouvez juste être le premier être humain. Je ne sais pas comment vous parlez. Certains disent que ce n'est pas possible que vous parliez si vous êtes le premier. Mais vous êtes le premier. Vous êtes Valentin tout seul sur Terre. Okay. Vous dites maintenant, je vais avoir des croyances vraies. Vous maîtrisez le langage, on fait cette hypothèse étrange. Et puis, vous vous dites, qu'est-ce que je dois faire pour avoir des croyances vraies? Et puis là, vous imaginez un super Valentin qui ne se trompe jamais et vous dites, je veux que toutes mes croyances soient cohérentes avec ce que dirait super Valentin. Okay. C'est de la science-fiction, on est d'accord, mais ce n'est pas incohérent en soi, ce n'est pas inconcevable. Il y a un autre problème. Redites-moi votre prénom, pardon. Chiara. Oui, c'est pas très utile. Vous arrivez à creuser un peu et voir, parce que trivial ou tautologique ou alors ça peut être une critique, mais il y a une critique qui est encore plus fatale parce que il pourrait dire ouais c'est pas utile, mais du moment que c'est vrai, ça marche quand même. Gilles? C'est un peu trivial supplémentairement parce que si on avait vraiment accès à un moi dans des conditions idéales, on ne se poserait pas une question de doute. Oui, alors ça c'est des questions que vous soulevez, Gilles, qui sont épistémologiques. Si vraiment on pouvait connaître cet être idéal, on ne douterait plus de rien. Mais souvenez-vous bien de la distinction entre les deux questions, la nature de la vérité et comment est-ce qu'on connaît la vérité. Ça, c'est une réponse à la question de la nature de la vérité, en se disant, une phrase est vraie si elle est cohérente avec ce que croirait un être idéal. Okay. Comment est-ce que je peux savoir ce que croirait un être idéal? Et là, peut-être, Chiara et vous pouvez vous mettre ensemble pour dire, ouais, je ne sais pas moi comment on accède à ça. Très bien, tant qu'on ne m'a pas dit comment je peux y accéder, cette théorie, elle ne m'aide pas beaucoup, elle n'est pas très utile. D'accord. Arnaud? J'ai l'impression que ce qu'on
que c'est vrai. Ouais. Dans les questions, on est plutôt en train de dire que quelque chose est vrai si l'être parfait y croit. Très bien. Alors ça peut être une première grande objection, c'est dire vous faites ce qu'on appelle une inversion de l'ordre de l'explication. Les choses sont vraies. Pourquoi est-ce que l'être parfait croit que Gilles est dans la salle ? Parce qu'il est vrai que Gilles est dans la salle. C'est ça ce que c'est qu'un être parfait, c'est suivre la vérité. Tandis que d'après cette théorie-là, on a l'impression que quelque chose est vrai parce qu'un être parfait y croit. Et une objection assez proche de ça, un peu moins fouillée, c'est de dire, plus naïvement encore, qu'est-ce que vous entendez par des conditions idéales ? Je vous ai dit un être épistémiquement idéal. Ouais, c'est quoi exactement ? Ben, c'est un être qui croit que des choses vraies. Okay ? Et si vous dites vrai, dans ça, si vous définissez un être idéal comme un être qui croit que des choses vraies, ben vous avez fait réapparaître le mot que vous n'avez pas le droit de faire apparaître dans toute théorie de la vérité, c'est la vérité, d'accord ? On vous dit, c'est la même objection que celle que vous avez soulevée, Valentin, précédemment, contre la théorie de la cohérence standard, qui nous dit il faut être cohérent seulement avec les croyances vraies, on a vu que ça ne marchait pas. Ben ici, vous dites la même chose. Si je vous dis il faut être cohérent seulement avec des croyances idéales, puis je vous dis c'est quoi une croyance idéale ? Ben, c'est une croyance vraie. Ben, cette vérité-là, elle n'est plus définie en termes de cohérence, d'accord ? Pardon ? Peut-être vrai dans le monde des idées, mais là, la question, c'est vraiment, on veut définir la vérité, okay, en termes de cohérence. Et ici, on a réintroduit une notion de vérité qui n'est pas définie en termes de cohérence. D'accord ? Ah, le mot du jour, il fait du bien là parce que, vu qu'on n'a pas de pause, je sens que c'est dur de vous garder là. Le mot du jour. Qu'est-ce que c'est le mot du jour ? On avait sybarite. Eh bien, on en avait un, j'en avais un autre. Sexpartite la dernière fois. Transsudé. Qui sait qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que veut dire transsudé. Non, bah c'est bien, vous allez apprendre quelque chose. Encore autre chose. Passer au travers des pores d'un récipient à la manière de la sueur. On se dit comme ça, on ne peut rien faire avec ce mot-là. Mais si, on peut faire des belles phrases comme « eau qui transsude à travers le vase ». Bon, ok, c'est pas magnifique. Faire paraître son visage sévère, transsuder la bonté. Ça, c'est mieux. Quand vous écrirez votre premier roman, vous pourrez utiliser de manière figurée transsuder. Donc, passer à travers les pores d'un récipient. On a vu sexpartite qui arrive après. Bien. Correspondance, on a terminé. Cohérence, on a terminé. Et on passe maintenant, ça va être aussi un peu plus rapide, on terminera aujourd'hui, puis je vous parlerai de la vérification la prochaine fois, un autre ensemble de théories de la vérité qui ont été peut-être plus populaires cette fois dans la philosophie récente, qu'on appelle les théories déflationnistes de la vérité. L'esprit général des théories déflationnistes de la vérité, c'est qu'il faut dégonfler un peu cette notion de vérité. Ce n'est pas une notion très importante. On en parle, nous, en se disant on est des chercheurs, on veut atteindre la vérité, on veut combattre ceux qui disent des erreurs, de la désinformation, etc. Mais les partisans des théories déflationnistes pensent que ce n'est pas en termes de vérité qu'il faut fixer tous ces objectifs, qui sont des objectifs louables. La vérité en elle-même, c'est quelque chose d'assez creux. En partie, cette théorie elle est motivée par les difficultés qu'on a vues pour les théories correspondantistes et cohérentistes. Okay, on n'a pas besoin... Si on a un concept plus creux de vérité, on n'a pas besoin de se casser la tête et d'avoir des théories très élaborées de la vérité. L'idée générale de toutes les théories déflationnistes est qu'il y a bien dans le langage un prédicat de vérité, mais que ce prédicat ne correspond à aucune autre chose dans la réalité. Okay. Vous voyez que si vous êtes un correspondantiste, vous dites le prédicat être vrai. Alors là, vous avez le prédicat être vrai qui correspond à être vrai dans la réalité, mais le prédicat être vrai, il correspond à une relation dans la réalité. Si vous êtes cohérentiste, vous dites le prédicat être vrai, il correspond à une autre relation qui est la cohérence aux autres croyances. Mais les théories déflationnistes disent le prédicat être vrai, il n'a pas de corollaire dans la réalité, c'est juste un mot. Il y a certains mots qui ne représentent rien. Souvenez-vous, Wittgenstein, les constantes logiques ne représentent rien. Il faut ajouter est vrai à cette liste de mots qui n'ont aucun corollaire in rebus. Alors, il y a deux types de théories déflationnistes qu'on va voir brièvement, qui se ressemblent mais qu'il est important de distinguer. Il y a les théories de la vérité qu'on appelle redondance et les théories qu'on appelle décitationnelles ou encore minimalistes de la vérité. Alors, on commence par la théorie de la vérité redondance,
qui est en fait sans doute celle que Frege avait en tête dans le passage qu'on a discuté tout à l'heure. Vous vous souvenez que dans sa critique de la vérité-correspondance, Frege conclut en disant que c'est probablement pas possible de définir la vérité. Donc il a cette idée qu'il ne faut pas chercher à la définir plus avant. Et en différents endroits, dans le même texte, la pensée, il suggère que la vérité, en fait, c'est un terme trivial. Quelle est l'idée centrale de la théorie de la vérité-redondance ? Ben, c'est l'idée que vous avez exprimée ici. Si vous dites P est vrai, ou si vous dites P, vous dites la même chose. Ces deux phrases ont exactement le même sens. Donc si je dis Léonie est dans la salle, ou si je dis la proposition que Léonie est dans la salle est vraie, j'ai dit strictement la même chose. Okay, et vous sentez ça en disant je vais vous apprendre deux choses. Si je vous dis je vais vous apprendre deux choses. Premièrement, accrochez-vous, Léonie est dans la salle. Deuxièmement, accrochez-vous encore parce que ce n'est pas fini, la proposition que Léonie est dans la salle est vraie, vous me dites, mais vous me dites le même truc là, je n'ai pas une nouvelle information qui m'est parvenue. Constatant ça, Frege, Ramsey et les partisans de la vérité et redondance disent mais ça montre que ce mot il est vrai que on est en train d'hyperventiler à se dire est-ce que c'est une correspondance avec la réalité, une cohérence avec d'autres croyances, mais si ça se trouve c'est juste un mot qui n'exprime rien, qui a peut-être d'autres fonctions, mais il n'a pas pour fonction de désigner quelque chose de nouveau. Ici, on a parlé en termes de proposition. On peut dire la même chose en termes d'acte de langage. Acte de langage, c'est une expression qui vient de la pragmatique, qu'on verra dans la troisième partie du cours, mais vous allez comprendre, même si on n'a pas vu encore. Asserter que P est vrai, c'est la même chose qu'asserter que P. Affirmer, asserter, dites-vous que c'est la même chose pour l'instant. Autrement dit, vous pouvez effacer sans rien perdre le prédicat est vrai. Que vont nous dire les partisans de la théorie de la vérité et redondance au sujet du prédicat est faux ? Eh bien, ils vont dire la chose suivante. Dire que P est faux, d'après la théorie de la vérité et redondance, revient à dire qu'il n'est pas le cas que P. On peut simplement remplacer est faux par la négation en logique. Okay. Donc si je vous dis il est faux qu'il y a un éléphant dans la salle, je peux simplement dire il n'y a pas d'éléphant dans la salle. C'est la même chose que j'ai dite. D'accord. Donc est vrai et faux sont des mots qui n'ont rien de très étonnant métaphysiquement. Redites-moi votre prénom. Lisa. Du coup, ce qui relève des opinions, ça n'aurait aucune valeur, parce qu'on ne peut pas vraiment donner une valeur de vérité à une opinion. Si c'est par exemple, je sais pas, un avis sur une personnalité politique, par exemple, et qu'une personne est convaincue qu'il faut les lire et une autre personne pas du tout, bah, ouais. On ne peut pas vraiment attribuer de valeur de vérité à l'un ou à l'autre. Alors, comme je vous ai dit juste en commençant, c'est une très bonne question, comme je vous ai dit juste en commençant, les partisans du déflationnisme, ils ne sont pas en train de dire que les faits ne comptent pas, par exemple. Peut-être qu'il y a effectivement un des candidats qui est vraiment le meilleur candidat. Donc, ce n'est pas parce qu'on est déflationniste qu'on dit votez comme vous voulez ou agissez indifféremment à quoi que ce soit. On peut penser qu'il y a des faits qui sont plus importants que d'autres. Mais par contre, ce que disent les déflationnistes, c'est que vous ne pouvez pas formuler ces questions-là en termes de vérité, ou ça ne sert à rien de le faire en termes de vérité. Okay ? La question qui est importante, ce n'est pas est-ce qu'il est vrai que le candidat A est meilleur que le candidat B. La question qui est importante, c'est est-ce que le candidat A est meilleur que le candidat B. Okay. Dites il est vrai si vous voulez, mais en fait, ça ne nous intéresse pas, le vrai. Vous voyez l'idée ? Hein ? Donc, c'est vraiment une théorie qui est très limitée au langage et à l'expression « il est vrai que », et une théorie un peu désabusée ou parfois un peu agacée par parce que, comme vous l'avez vu, la théorie de la vérité-correspondance en particulier, elle a une immense histoire. Elle a fait l'objet de 1000 études, discussions dans toute l'histoire de la philosophie. Arrivent les déflationnistes qui disent « mais vous vous êtes cassé la tête sur quelque chose de complètement creux qu'il faut complètement dégonfler. Okay. » Voici ce que dit Frege. Ah pardon, j'ai pris le texte en anglais. « It is worthy of notice that the sentence… » évidemment, l'original est en allemand. « It is worthy of notice that the sentence « I smell the scent of violets » has the same content as the sentence « It is true that I smell the scent of violets ». So it seems then that nothing is added to the thought by my ascribing to it the property of truth. Donc, ce que je vous ai dit déjà, hein, la phrase « Je sens l'odeur des violettes » a le même contenu, la même signification qu'il est vrai que « Je sens l'odeur des violettes ». Et voici ce que dit
Ramsey. En anglais, ça, par contre, c'est le texte original. It is evident that it is true that Caesar was murdered means no more than Caesar was murdered, and it is false that Caesar was murdered means no more than Caesar was not murdered. Okay. Donc la même idée, vous pouvez le faire avec toutes les phrases. Bien, alors ça c'est notre théorie de la vérité. Redondance, qui est la première des théories minimalistes. Vous allez voir que la deuxième, déflationniste, vous allez voir que la deuxième est à peine différente en apparence. Mais déjà, concernant cette première théorie, on a au moins deux objections qui sont importantes. Vous vous souvenez de la distinction sur laquelle on s'est cassé la tête sur l'usage et la mention. Okay. Parler du monde, parler des mots, ce n'est pas la même chose. Quand on parle des mots, on met des guillemets par convention philosophique ou logique. Et par rapport à cette proposition déflationniste, on peut dire ben, P est vrai. Ça, c'est une proposition qui mentionne la proposition P, c'est-à-dire c'est une proposition qui parle d'une proposition. Okay. C'est une proposition métalinguistique. C'est pour ça qu'il y a des guillemets. P, à l'inverse, c'est une proposition qui ne mentionne aucune proposition, mais c'est une proposition qui parle du monde. Donc si je vous dis « Gilles est dans la salle », je parle du monde. Si je vous dis « La proposition que Gilles est dans la salle est vraie », je ne parle pas du monde, je parle de la proposition, et je dis de cette proposition qu'elle est vraie. Évidemment, un correspondantiste n'est pas très embarrassé par ça. Il va dire, si vous savez qu'une proposition est vraie, vous savez que le fait qui la rend vraie est le cas. Donc il va dire au déflationniste, il va dire, oui, en un sens, tu as raison, si je sais qu'une proposition est vraie, je sais que le fait qui lui correspond est bien le cas. Donc je vois bien ton intuition, mais ma théorie ne contredit pas ton intuition, ma théorie correspondantiste ne contredit pas ton intuition. Ce que moi je maintiens, le correspondantiste, c'est que parler du monde et parler des mots, ce n'est pas la même chose. Okay. Parfois on peut faire des inférences des unes aux autres. Si on sait qu'une phrase est vraie, on sait que le fait qui la rend vraie est le cas, mais c'est quand même différent de parler du monde et de parler des choses. Donc, le cœur de l'objection, c'est de dire, si vous adoptez cette... Et en réalité, tout le monde l'adopte, l'idée que parler du monde et parler des choses, ce n'est pas la même chose, la distinction usage-mention. Ce qu'est en train de dire le partisan des théories décitationnelles, c'est que deux phrases qui ne parlent pas de la même chose sont identiques, ont la même signification. Et ça paraît très étrange. Okay. Qui asserte que P est vrai dit quelque chose au sujet du langage, à l'inverse, qui asserte que P dit quelque chose au sujet du monde. C'est vrai qu'il y a des équivalences entre ces deux phrases. Que l'une est vraie si et seulement si l'autre est vraie, mais ça ne veut pas dire qu'elles signifient la même chose. Ça, c'est la première objection. La seconde objection à cette théorie de la vérité redondance, c'est la suivante. C'est de dire, cette théorie, elle fait l'hypothèse qu'il y a une équivalence entre la neige est blanche est vrai, si et seulement si, la neige est blanche. L'équivalence, c'est le si et seulement si au milieu. C'est la double flèche en logique. C'est-à-dire que les conditions de vérité des deux phrases varient ensemble. Si l'une est fausse, l'autre est fausse. Si l'autre est vraie, l'une est vraie, l'autre est vraie. Ok, l'équivalence, on est tous d'accord là-dessus. Et c'était le cœur de la réponse à l'objection précédente. Maintenant, dans toute équivalence, vous pouvez vous poser la question, c'est toujours le cas, de savoir quel est le côté de l'équivalence qui est le plus important. C'est un vieux dilemme, je fais une petite parenthèse, ça remonte à, je ne vais pas vous l'écrire, je vais vous le dire, ça remonte au dialogue Le Ménon de Platon, où on pose la question, le Typhon, pardon, de Platon, on pose la question suivante, est-ce que telle personne est bonne parce qu'elle est aimée des dieux, ou est-ce qu'elle est aimée des dieux parce qu'elle est bonne? Okay. C'est pas bonne, c'est pieuse. Est-ce qu'elle est pieuse parce qu'elle est aimée des dieux, ou est-ce que les dieux l'aiment parce qu'elle est pieuse? Donc c'est une question, et ça revient à la... Qui c'est qui a dit ça tout à l'heure? C'est Arnaud, une question de ce qu'on appelle de l'ordre de l'explication. Laquelle est la plus fondamentale de ces deux propositions? À chaque fois que vous avez une question comme ça, vous avez toujours une équivalence entre les deux propositions. Qui sous-tendent n'importe quelle question de ce type Typhon, il y a l'idée qu'une personne est pieuse si et seulement si une personne est aimée des dieux. À chaque fois qu'il est vrai qu'une personne est pieuse, il est vrai qu'elle est aimée des dieux. À chaque fois qu'elle est aimée des dieux, il est vrai qu'elle est pieuse. Une fois qu'on a l'équivalence, on peut se dire quel est le côté de l'équivalence qui est le prioritaire. D'accord ?
Ça, c'est la parenthèse que je voulais faire maintenant. C'est quelque chose de très général, j'arrive tout de suite, Maya. C'est un type de raisonnement philosophique que vous rencontrez souvent en métaéthique, en philosophie politique, en philosophie du langage ici, en métaphysique, de dire on a deux propositions équivalentes. Tout ce que ça nous dit l'équivalence, c'est quand l'une est vraie, l'autre est vraie, quand l'une est fausse, l'autre est fausse. Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'il y en a une qui est prioritaire par rapport à l'autre? Ou est-ce que peut-être les deux dérivent d'une troisième? D'accord? Donc l'équivalence en soi, elle n'a pas encore répondu à cette question-là. Maya. Non, alors pas du tout. Malheureusement, malheureusement ou heureusement, dans le sens où la logique, elle est purement ce qu'on appelle extensionnelle. Elle vous dit juste vous vous souvenez de votre table de vérité de... J'ai rien pour effacer, moi. Ah, si, là. Souvenez-vous de votre table de vérité de là. Elle est facile, celle-là, de l'équivalence. Table de vérité de l'équivalence. Donc on a P et Q sont équivalents. P, Q, ça c'est nos propositions atomiques ici. Vrai, vrai, faux, faux, vrai, faux, vrai, faux. Est-ce que P est équivalent à Q et vrai sur la première ligne? Oui. Deuxième ligne? Non. Troisième ligne? Non. Quatrième ligne? Oui, très bien. Donc vous voyez, l'équivalence, il faut que les deux aient la même valeur de vérité. Pardon pour ceux qui n'ont pas fait de logique, c'est une introduction par la bande à la logique, et vous comprendrez ça très bien, peut-être vous avez déjà attrapé là l'idée. Donc, pourquoi je vous dis ça maintenant? C'est que ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, vous avez la table de vérité. Tout ce que nous dit l'équivalence, c'est, si vous voulez, une covariation nécessaire entre la vérité de ces deux propositions. Nécessairement, quand l'une sera vraie, l'autre sera fausse. Mais elle ne nous dit pas, ça c'est une notion qu'on appelle extensionnelle, mais elle ne nous dit pas pourquoi il y a cette covariation nécessaire. Est-ce que c'est parce que une des propositions détermine la valeur de vérité de l'autre, ou l'inverse? Est-ce que c'est parce qu'il y a une forme de grand horloger qui fait que à chaque fois qu'une proposition soit vraie, l'autre soit vraie? Okay? Donc il n'y a pas en soi, la logique, elle ne fait que constater des variations de valeur de vérité. Et dès que vous vous posez la question pourquoi, là, la logique, elle ne nous dit rien. Enfin, en tout cas, pas cette logique-là. Donc, je reviens maintenant, je ferme cette petite parenthèse. On a cette proposition qui est centrale aux théories de la vérité et redondance, qui est de dire que les propositions du type la neige est blanche est vraie et les propositions du type la neige est blanche, elles sont équivalentes. Et c'est vrai, vous pouvez les brancher dans la table de vérité que je viens vous mettre là, elles auront la même valeur de vérité. Si vous prenez P pour la proposition que la neige est blanche est vraie et Q pour la neige est blanche, elles auront les mêmes valeurs de vérité. On est d'accord. Question qu'on pose maintenant, pourquoi c'est le cas? Ça, c'est la deuxième objection. Enfin, ça ouvre la voie à la deuxième objection qui est soulevée à l'encontre des théories de la vérité redondance. C'est que beaucoup considèrent que la proposition que la neige est blanche est vraie, elle est vraie parce que la neige est blanche. Donc, si je vous dis, prenez bien ces deux propositions, la neige est blanche est vraie si et seulement si la neige est blanche, dans quel sens va l'ordre de l'explication? La proposition que la neige est blanche est vraie, la proposition la neige est blanche est vraie, toute cette proposition, elle est vraie. Pourquoi? Parce que la neige est blanche. D'accord? Donc si vous admettez cet ordre d'explication-là, qu'il y a une des propositions qui est plus fondamentale que l'autre, et certainement celle qui n'est pas entre guillemets, eh bien, vous ne pouvez pas maintenir que ces propositions signifient la même chose. Okay? Et pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas signifier la même chose? Parce que s'il y a une explication, il faut que l'explication elle n'est pas réflexive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une chose ne peut pas s'expliquer elle-même. Si je vous dis pourquoi tu veux du chocolat, je ne peux pas juste répondre parce que je veux du chocolat. Okay? Je n'ai pas donné une réponse. Ouais. C'est vrai que je n'ai pas vraiment de raison à apporter à cette question. Je veux du chocolat tout le temps, je suis fait comme ça, c'est tout, mais je ne peux pas juste dire parce que c'est comme ça. Dire parce que c'est comme ça, c'est refuser de donner une explication, c'est pas donner une explication circulaire. Donc les explications, elles ne peuvent pas être circulaires, et donc ça implique que les deux phrases n'ont pas la même signification ici. Okay? Donc vous voyez, les deux objections à la théorie, elles consistent à dire, pour la première, vous confondez à la théorie de la vérité et redondance. Première objection, elle consiste à dire, vous confondez usage et mention.
on ne s'est pas farci toute une séance d'introduction à la philosophie du langage sur les guillemets pour que vous nous réintroduisiez cette confusion élémentaire au cœur de votre théorie, donc non. Et deuxième explication, même si on vous accorde votre biconditionnel, dès qu'on vous demande est-ce qu'il y a un ordre de l'explication ici, on est tenté de dire oui, et à ce moment-là, c'est que les deux phrases ne signifient pas la même chose. OK. 5 minutes pour la deuxième théorie. Mais enfin, si vous avez attrapé cette théorie-là, vous avez, pour ainsi dire, attrapé l'essentiel des théories déflationnistes. À la fois leur attrait et leur difficulté. D'accord ? Leur attrait, c'est de dire, on a l'impression que ça ne dit pas grand-chose, est vrai. Leur difficulté, c'est les deux qu'on vient de voir là. Alors, ça, c'est la première grande famille de théories déflationnistes. Il y a une deuxième famille de théories déflationnistes qu'on appelle les théories décitationnelles. En un sens, elles sont encore plus creuses et je vais vous expliquer pourquoi. La théorie de la vérité redondante, ce qu'on vient de voir, elle dit que P est vrai signifie la même chose que P. Bien. Les théories décitationnelles, avec un... J'ai fait plein de fautes sur cette diapo, je suis en train de réaliser. Là, il manque des guillemets. Voilà. Les théories décitationnelles, elles ressemblent à nos théories de la vérité et redondance, mais elles font l'économie de toute affirmation sur ce que signifie le prédicat être vrai. Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. La seule chose qui nous intéresse, nous, c'est les équivalences qu'on vient de discuter. Les équivalences, alors il y a deux versions, il y en a qui pensent que c'est entre des phrases, d'autres entre des propositions. Quine dit les équivalences, elles sont entre des phrases. À chaque fois, on a P est vrai si et seulement si P. Pierre mange si et seulement si Pierre mange. Puis il y a la version propositionnelle, il est vrai que P si et seulement si P. Il est vrai que Pierre mange si et seulement si Pierre mange. Alors peu importe cette distinction-là, le point de ces deux grands partisans de la théorie décitationnelle, Quine et plus récemment Paul Horwich, c'est de dire que une fois que vous avez ces équivalences-là, il n'y a plus rien d'autre à dire au sujet de la vérité. La vérité, c'est rien de plus que le mot qui vous permet de faire ces équivalences-là. Okay ? Donc ce n'est pas une propriété substantive. Elles disent encore moins ces théories que les théories de la vérité redondance, parce qu'elles ne nous disent pas être vrai, ça signifie ça. Elles ne nous disent rien du tout, à part le fait qu'on veut ces équivalences-là. Alors ça paraît très vide comme théorie, mais l'aspect positif de la théorie, c'est de dire, oui, mais à ce moment-là, pourquoi on a le mot est vrai ? Est vrai, ça ne correspond à rien dans la réalité. Tout ce qu'on veut faire, c'est des équivalences, mais à quoi ça nous sert, ces deux équivalences-là ? Ça ne va pas nous changer la vie. Pourquoi est-ce qu'on a le mot est vrai dans la phrase ? Eh bien, eux, ils ont une théorie qu'on pourrait appeler fonctionnelle du mot est vrai, c'est de dire que ça nous permet de faire certains raisonnements. Est vrai, ça ne correspond pas à une propriété substantive dans le monde. Ça permet de dire que grâce au prédicat est vrai, on peut formuler des énoncés qui sont pratiques du type « ce que Jules va dire sera vrai », tout ce que dit le pape est vrai, etc. etc. D'accord ? Ça nous permet juste de dire certaines choses plus facilement. C'est une fonctionnalité du mot est vrai. D'accord ? Mais donc leur idée, fondamentalement, c'est est vrai, comme les partisans de la théorie redondance, ce n'est pas une propriété supplémentaire dans le monde, ça a juste une petite fonction linguistique qui nous permet de dire la prochaine chose que dira machin, ça sera faux, etc. Mais ça n'est rien de plus que ça. D'accord ? Il ne faut pas penser que c'est quelque chose de fondamental dans le monde. Je vous donne juste une objection, et puis on s'arrête. Cette théorie-là qui vous aide à la comprendre en retour, je l'ai présentée trop rapidement, mais je ne veux pas trop qu'on s'attarde là-dessus parce qu'on a beaucoup de choses à voir dans ce cours. Une objection très intuitive qu'on a à ça, c'est de dire, à toutes les théories de la déflationniste, c'est de dire, à l'arrivée, vous nous dites qu'il ne faut pas trop, même du tout, se préoccuper de la vérité, mais comment se fait-il alors qu'on l'utilise aussi généralement dans les sciences, en épistémologie et dans plein de domaines scientifiques ou de la connaissance. On l'explique, par exemple, pour expliquer la nature de la connaissance. Typiquement, si vous faites de l'épistémologie, une des premières choses qu'on vous dit sur la connaissance, c'est qu'une connaissance, ça ne peut pas être fausse, d'accord ? Contrairement à une croyance. Je suis sûr qu'il vous a dit ça, le professeur Chevary-Cossette. OK, maintenant on est en train de... Et ça, on pense que c'est une distinction essentielle entre la croyance et la connaissance. Si la vérité, c'est presque rien, comment est-ce que la vérité peut être un critère de distinction entre la croyance et la connaissance ? Si on veut rendre compte de notions telles que apprendre,
le succès des théories scientifiques ou de certains comportements, on fait souvent appel à la vérité en disant les comportements qui traquent la vérité sont beaucoup plus efficaces que ceux qui ne le font pas. L'apprentissage, c'est le fait d'acquérir de nouvelles propositions vraies, etc. Donc on a besoin de la vérité tout le temps. Le succès de votre action d'assister au cours dépend de la vérité de votre croyance que ce cours a lieu dans la salle RN08. Si la vérité n'avait aucun sens, aucun intérêt plutôt, essayez de venir la prochaine fois en salle RN03, puis vous verrez que votre croyance est fausse et vous ne serez pas dans la bonne salle. Donc c'est une objection un peu facile en un sens, mais qui montre que l'agenda pour les partisans des théories minimalistes de la vérité, il est assez chargé, parce qu'on fait un appel récurrent à la vérité, pas juste en philosophie du langage, mais dans tout un tas de domaines, en sciences, dans la vie quotidienne, dans la recherche scientifique, dans nos comportements. Et donc le partisan du théorie minimaliste de la vérité, il doit à chaque fois nous donner une histoire alternative pour dire on peut faire la même chose sans faire appel à la vérité. Un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est Lisa votre prénom, c'est ça? Quand vous m'avez posé la question en disant sur les questions politiques, j'ai un peu brodé sur comment le minimaliste répondrait en disant ce qui compte c'est quel est le meilleur candidat, mais vous voyez que la question de Lisa, elle réapparaît dans 1000 domaines de la vie et de la recherche. Et donc ça donne un agenda assez important à l'encontre de notre minimaliste. Bien. Eh bien, il nous restera pour la prochaine fois, je vous mets la belle diapo, on reviendra à une théorie plus réaliste de la vérité, qui est une des plus influentes aujourd'hui, la théorie des vérifacteurs. Je vous mets tout ça en ligne. Merci à ceux d'entre vous qui m'ont écrit pour me rappeler de le faire à temps. N'hésitez pas à le refaire si jamais j'oublie. Reprenez bien vos notes et bonne semaine à vous tous.